Je trouve qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'énergie, il y a plus de femmes, mais très certainement pas assez, et en particulier pas assez dans des postes à responsabilité. Alors bonjour, je m'appelle Natacha Cambriel et je dirige une belle ETI industrielle, Butagaz, qui propose à ses 5 millions de clients en France des solutions énergétiques innovantes alliant économie et écologie. Alors les chiffres clés, c'est 1500 collaborateurs environ, un chiffre d'affaires d'à peu près 2 milliards, 16 sites industriels en France et donc 5 millions de clients. Alors moi, j'étais une petite fille qui aimait beaucoup les sciences et les expériences. Et j'étais plutôt bonne élève. Donc c'est vrai que la filière classe prépa, école d'ingénieur, s'est imposée assez rapidement. Poussée aussi par mes parents qui y voyaient une filière d'excellence. Derrière la découverte du secteur de l'énergie pendant mes études, puisque j'ai eu la chance de faire une partie de mes études en apprentissage. Et donc après cet apprentissage chez Shell, je suis restée 20 ans. Et il y a 10 ans, pour revenir en France, j'ai intégré Butagaz comme directrice des opérations et depuis 5 ans à la direction de l'entreprise. Je pense que déjà, moi, j'ai un parcours assez atypique parce qu'effectivement, je n'avais pas suivi la voie royale pour prendre la direction de l'entreprise. J'ai eu des postes techniques dans la logistique, le supply chain. C'est pas la voie royale pour arriver à la tête de l'entreprise. Donc je dirais que cette ascension, elle s'est faite au fil des rencontres, effectivement. Des opportunités qu'on m'a proposées mais que j'ai su aussi saisir, mais sans avoir vraiment cet objectif de carrière. Donc je pense que ça m'a enlevé une grosse pression finalement, qui peut-être m'a donné plus d'insouciance pour aussi accepter certaines propositions. Mais en même temps, voilà, quand on m'a proposé de prendre la direction de l'entreprise, j'ai dit oui tout de suite. Donc je pense qu'il y avait voilà, j'ai pris le risque tout de suite, mais très rapidement aussi, j'ai dit bon voilà, moi j'aimerais me former sur ça, sur ça, sur ça. Donc tout en prenant mes nouvelles responsabilités, j'ai fait des formations sur des points particuliers qui m'ont aidé aussi à réussir dans ces nouvelles fonctions. Et je pense que c'est important d'oser apprendre et se former à tous les âges et à tous les niveaux de responsabilité dans l'entreprise. Tout ça est arrivé au fil des rencontres, au fil des opportunités. Donc je me suis jamais projetée, ce qui fait qu'en fait la chance c'est que j'ai pu rester moi-même. Ce qu'il faut c'est savoir saisir les opportunités, sans doute prendre des risques, persévérer aussi, parce que ça m'a pris 25 ans d'arriver à la tête de l'entreprise, donc c'est pas quelque chose qui s'est fait en 5 minutes. Et donc ça c'est la chance des parcours atypiques comme le mien. La découverte du secteur de l'énergie, j'ai envie de dire oui, un peu un hasard, parce que voilà, c'est pendant mes études par rapport à cet apprentissage. Mais par contre, après, moi, j'ai adoré ce secteur, parce que je trouve qu'il se renouvelle, il n'est pas du tout aujourd'hui comme il était il y a 30 ans. Donc c'est vraiment par goût que j'y suis restée. Il y a toujours eu peu de femmes à table, effectivement, mais moi, je l'ai plutôt vu comme un avantage, finalement, parce qu'on se souvenait de moi. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de femmes ingénieures, de moins en moins de petites filles qui choisissent les sciences. Et donc l'objectif pour moi aujourd'hui de parler de mon parcours, c'est celui-là finalement, de montrer qu'on peut diriger une entreprise avec succès en étant une femme, tout en ayant une vie personnelle épanouie. Moi je suis mariée, j'ai 2 grands-enfants de 18 et 21 ans. Donc mon objectif aujourd'hui c'est vraiment de donner confiance aux femmes, de leur dire oser, et aussi de parler aux hommes en responsabilité qui sont encore plus nombreux que nous, et de leur dire vous aussi messieurs, osez recruter des femmes. On a mis en place plusieurs choses. D'abord, quand on recrute à l'extérieur, on demande systématiquement aux chasseurs autant de CV hommes que femmes et de nous amener aussi des parcours un peu différents en matière de formation, de culture, d'histoire, finalement, pour qu'on ait une grande diversité de profils. Je ne recrute jamais seule. Si vous postulez chez Butagaz, vous verrez plusieurs personnes parce que je pense que ces regards croisés sont importants. Et aujourd'hui, si je compare avec l'époque où moi j'ai postulé et j'ai passé mes premiers entretiens, on réserve beaucoup plus de temps à la fin de l'entretien pour les questions du candidat. Parce qu'effectivement, il y a toute la partie où nous, on recherche chez le candidat des valeurs, des compétences. Bon, on se rassure sur cette partie-là, mais il faut aussi que le candidat il soit sûr que le projet, la mission, l'histoire que lui raconte l'entreprise, ça va lui convenir. Parce que finalement, moi, ce que je vois, et surtout chez les jeunes générations, c'est que le fit culturel est de plus en plus important. Finalement, ces jeunes, ils savent se former très vite sur beaucoup de choses, mais le fit culturel, voilà, il faut qu'ils aient envie d'adhérer à l'histoire et il faut qu'ils arrivent à se faire embarquer finalement par votre objectif et votre ambition. Une fois que les femmes sont dans l'entreprise, effectivement, on a un programme qui s'appelle Springboard, qui réunit des femmes de plusieurs entreprises, donc pas uniquement Butagaz, des femmes à potentiel, pour les aider justement à prendre confiance en elles et à réaliser finalement leur potentiel. Les congés maternité, c'est aussi un vrai sujet parce que moi, à titre personnel, j'ai vécu mon premier congé maternité un peu comme une catastrophe professionnelle. Mon retour a été très difficile. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les femmes au moment de leur départ et au moment de leur retour. C'est quelque chose qui s'organise, qui se prépare parce qu'effectivement, on part pendant un moment de l'entreprise. Les collaborateurs continuent à travailler sans nous. Quand
Quand on revient, on n'est pas tout à fait la même. Donc c'est important de planifier, d'anticiper. Et dans mon cas personnel, mon deuxième congé maternité a été un vrai succès de carrière puisque je suis revenue avec une promotion, donc en étant mieux payée. Je trouve que l'initiative donc Next Women 40-40, là, c'est vraiment très important et moi j'ai beaucoup aimé cette initiative. D'abord parce qu'elle met en lumière des femmes et qu'elle montre qu'effectivement l'une des critiques qu'on fait souvent qui est les femmes ne sont pas là, il n'y a pas de femmes qui ont les compétences, c'est pas possible d'en trouver, elle n'est pas vraie puisqu'effectivement là on en a trouvé 40. Donc je pense que c'est important de parler de ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui cette question des femmes, alors elle a beaucoup progressé mais moi je vois une stagnation aujourd'hui. Donc je pense que c'est important de faire remuer les choses à un moment donné où l'industrie en France est face à un défi de taille, donc, qui est de se décarboner tout en restant compétitive dans un monde qui est de plus en plus concurrentiel et même au-delà de concurrentiel, de plus en plus violent. Avec l'arrivée de nouvelles technologies comme l'IA qui vont changer le travail des collaborateurs, je ne vois pas comment on va y arriver en se privant de 50% de l'intelligence vive. Voilà. Donc on est obligé, il faut faire appel aux femmes. Je crois que quand on est une femme aux responsabilités, comme on n'est pas très nombreuses, il y a un peu un regard qui se porte sur nous d'attente de perfection. C'est-à-dire qu'on doit être tout le temps parfait. Et ça, moi, je rejette en bloc. C'est pas parce qu'on est une femme en responsabilité qu'on doit être parfaite. On l'est pas tout le temps. Par contre, pour moi, on doit être exemplaire dans l'administration de la diversité au sein de l'entreprise. Être bien entouré déjà chez soi, par sa famille et par ses proches, c'est très important. Et entouré, c'est pas seulement un problème logistique, parce que logistique, on peut toujours gérer avec des nounous, avec des gardes. Mais c'est plus le regard fier finalement que porte votre entourage sur vous et votre parcours. Ça donne confiance et ça gomme une partie de la culpabilité. Pas toute la culpabilité, mais une bonne partie quand même. Après, moi, j'ai pas vraiment eu de mentor ou de rôle modèle. Par contre, j'ai eu une personne très importante dans ma vie et j'ai envie de la citer aujourd'hui. C'est ma grand-mère corse Marie-Françoise. C'était une femme très forte, très libre, qui m'a aimée d'un amour mais vraiment inconditionnel. Et je pense que c'est elle qui m'a donné cette confiance en moi pour la vie en fait. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'un leader, effectivement, il doit être inspirant, il doit donner confiance pour que les personnes autour de lui ou d'elle aient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes en fait. Donc moi, ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est d'avoir un style de management responsabilisant. Donc je fixe le cap, je donne les ambitions, les objectifs, mais derrière, je donne beaucoup de liberté aux collaborateurs pour l'exécution. J'espère être proche d'eux, qu'ils me fassent confiance. Et moi, j'ai envie d'être respectée, mais pas crainte. Voilà, pour qu'on puisse venir me parler de tout le temps. Alors la clé pour moi dans le fait de pouvoir embarquer les équipes et leur faire adhérer à notre vision, c'est de beaucoup s'exprimer. Donc moi je m'exprime beaucoup. On a des webinars dans l'année, plusieurs fois, où on réunit l'ensemble des équipes, l'ensemble des collaborateurs pour leur parler de la stratégie, de la vision. On fait ça depuis un de nos sites ou de nos centres, ce qui permet aussi d'avoir des personnes présentes physiquement pendant ces événements. Je vais beaucoup sur le terrain pour rencontrer non seulement nos collaborateurs, mais aussi nos clients, nos prestataires, nos principales parties prenantes, parce que je pense qu'on ne partage jamais assez sa vision et sa stratégie finalement. Et je pense que c'est important pour les gens au quotidien, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise, d'y donner du sens, donc de savoir pourquoi ils le font. De celui qui va remplir les bouteilles à celui qui va vendre le produit au client en passant par la logistique. Dans tous les métiers, c'est important de savoir pourquoi on le fait. Donc pour moi, la clé, c'est ça. Premier conseil, c'est la formation. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est le réseau aussi, c'est-à-dire aussi se construire un réseau. Et moi, les formations, finalement, m'ont permis de construire ce réseau. D'autres personnes en train d'accéder aux mêmes fonctions avec qui on peut échanger. Bien savoir s'entourer aussi, donc avoir une bonne équipe, donc rencontrer son équipe, savoir parfois changer certaines personnes parce que c'est pas la bonne personne pour nous à ce moment-là dans l'équipe. Et parfois aussi un peu de coaching sur certains points particuliers. Pour moi, le coaching, c'est vraiment travailler un point d'amélioration donné. Ça a un début, ça a une fin. Mais ça peut être vraiment très utile pour justement progresser et se donner confiance. Je trouve que le réseau, c'est très important. J'ai participé à des réseaux mixtes et à des réseaux uniquement féminins. Aujourd'hui, je suis dans le réseau industriel, par exemple, qui a été mis en place par le ministère de l'Industrie pour justement promouvoir la place des femmes dans l'industrie. Je pense que c'est important de pouvoir échanger avec d'autres personnes sur des problématiques. C'est peut-être plus difficile de le faire avec son patron ou en interne. Je trouve que d'avoir cette possibilité finalement de tester ses idées, de se confronter à des avis différents, ça nous fait progresser et ça permet au final de prendre les meilleures décisions. Après, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai pas entretenu mon réseau tout au long de ma carrière. C'était plus facile quand j'étais jeune sans enfant.
Après, il y a eu toute une période de ma vie où c'était plus compliqué parce que des événements le soir, quand on a des enfants en bas âge, que déjà on culpabilise de les laisser pour de longues périodes en voyageant, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, ils sont partis de la maison, je retrouve une certaine liberté. Donc je pense qu'aussi, il faut accepter qu'on n'ait pas forcément le même rythme d'animation de ces réseaux selon le moment de sa vie et le moment de sa carrière. Il y a eu des échecs dans ma carrière, des projets qui n'ont pas abouti, des négociations qui se sont mal terminées. Mais vraiment, le point, je veux dire, le plus difficile, ça a été vraiment ce premier congé maternité parce que je n'avais pas du tout anticipé la difficulté que ça serait, le retour dans l'entreprise. Moi, j'étais très naïve, je pensais que j'allais partir, revenir, rien n'aurait changé, je reprenais mon poste comme avant. Et en fait, c'est pas du tout ça. Les équipes autour de vous se sont habituées à travailler sans vous, vous n'avez pas anticipé le retour, vous-même, vous revenez différemment. Donc, j'ai pas préparé ça. Et du coup, ça m'a beaucoup fait réfléchir finalement à la nécessité de préparer, d'anticiper. Et si on anticipe et si on le prépare bien, ça peut être un moment fort de la carrière. Dans un parcours comme ça, on fait forcément des choix à un moment donné. Moi, ma façon de prendre mes décisions, ça a toujours été très basique, de lister les points négatifs et les points positifs et de vraiment identifier quelles étaient mes priorités. Et si finalement le choix que j'avais devant moi me permettait de remplir ces priorités-là, eh ben on y va. Oui, on renonce à certaines choses, mais pas à ses priorités les plus importantes. Je ne pense pas avoir fait finalement des choix dans ma vie qui m'ont fait renoncer à des choses qui étaient essentielles. Par contre, effectivement, on ne peut pas tout avoir à tous les moments. Ce que je disais tout à l'heure aussi, j'ai beaucoup laissé mes enfants à des nounous, à la famille pendant toute une période. C'est pas forcément ce que toutes les femmes décident de faire et c'est pas un problème non plus. Par rapport à la gestion du temps, effectivement, moi j'ai fait le choix il y a maintenant 18 ans de revenir dans le sud de la France. Donc ça m'oblige moi effectivement à être souvent dans les TGV, mais c'est un choix qu'on a fait aussi pour donner une certaine stabilité à la famille. Et finalement, moi je m'y suis retrouvée dans ce choix-là. J'aime bien moi me déplacer, ça me plaît. Ces soirées à l'hôtel, alors aujourd'hui c'est un peu différent, mais à l'époque c'était finalement des soirées sympas, sans les enfants, sans le mari, où je retrouvais une certaine liberté. Ça me permet aussi aujourd'hui d'assister des fois, de faire un ciné, de faire une pièce de théâtre, ce que je peux pas forcément faire le week-end parce que justement là, on rattrape un peu le temps perdu. Donc je pense que oui, il faut s'accorder de la flexibilité et puis il faut être un peu bienveillant envers soi-même et essayer de gommer un peu cette culpabilité et tirer le meilleur parti finalement des situations où on est à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé pour mon métier. Au début, j'essayais de partir juste pour la réunion, rentrer juste après. Donc c'était épuisant et très frustrant parce que je ne voyais que les aéroports et les routes qui menaient de l'aéroport à la ville. J'ai arrêté de faire ça, j'ai pris des fois des journées pour visiter le pays où j'étais. Et ça m'a apporté beaucoup de satisfaction et ça m'a enlevé finalement beaucoup de stress. C'est très difficile pour moi de me projeter dans 5 ans. Autant je sais construire des plans pour 5 ans pour mon entreprise, autant justement ce parcours où finalement il n'y avait pas de plan de carrière, moi j'ai envie de laisser de l'inattendu et du non programmé pour moi, à titre personnel, pour dans 5 ans. Dans le rôle que j'ai, c'est beaucoup moins opérationnel. Moi l'envie que j'ai aujourd'hui, c'est plus de défendre certaines idées, comme la place de la femme dans l'industrie, mon énergie, le domaine de l'énergie, les gaz liquides, le photovoltaïque, la décarbonation des entreprises, mais de façon pragmatique, sans laisser personne sur le bord de la route, ni les entreprises, ni les particuliers. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ces combats-là que j'ai envie de mener. Alors l'IA, ça fait vraiment partie, oui, effectivement, des vagues qui sont en train de déferler sur nous. Et j'ai envie de dire, là, on n'a pas le choix que de s'y attaquer, que d'en parler, que de former nos collaborateurs. Donc il y a plusieurs façons d'appréhender l'IA. Il y a une IA déjà au quotidien des collaborateurs pour faciliter leur travail. Donc ça, on est en cours de test chez nous, un certain nombre de collaborateurs ont un certain nombre d'outils à leur disposition. On regarde un peu comment ils vont les utiliser, s'ils les trouvent utiles. Donc on va prendre aussi leur retour d'expérience avant d'étendre. Et puis après, il y a l'IA sur d'autres projets, plus de business et d'entreprise, où là, on va chercher aussi des compétences à l'extérieur, parce que finalement, c'est un outil tellement puissant qu'on n'est pas toujours conscient de ce qu'elle est capable de faire finalement et de nous apporter. Mais pour moi, il faut toujours qu'il y ait là aussi du sens et que ça soit l'IA au service d'un projet d'entreprise. Alors moi, j'aimerais beaucoup que vous invitiez Sheryl Sandberg, qui est l'ex numéro 2 de Facebook. C'est quelqu'un qui, je trouve, a écrit des choses très justes et il y a très longtemps sur le leadership féminin, mais qui sont toujours très pertinentes. Et elle a écrit aussi sur le deuil et la résilience de très belles choses. Moi, je la trouve très inspirante.